Nous sommes jeudi 7 septembre 2023 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, merci de continuer à nous faire confiance. De notre côté, nous nous sentons très bien. Nous aimerions également savoir que de votre côté, vous avez la même fraîcheur, la même santé. De toutes les façons, 10h, 11h52, nous sommes là pour déminer l'espace de lundi à vendredi. Ce jour, nous marquerons encore un arrêt du côté des kiosques pour avoir la température qui prévaut de ce côté-là, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Le deuxième arrêt de ce programme nous conduira à la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve. Si vous êtes victime d'abus, une seule adresse Info TV. On terminera, si vous en avez convenance, par l'instant de l'analyse. Et parlant justement de cette analyse, c'est jeudi matin, on essaiera de poser la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer la montée en puissance des enfants portés et disparus. Comment comprendre que de plus en plus nous avons ce phénomène? C'est finalement un phénomène. Il ne se passe plus un jour ou 2 jours au Cameroun sans en entendre qu'un enfant est porté disparu. Beaucoup ont souvent été retrouvés, tout comme il faut également dire que beaucoup n'ont plus jamais été retrouvés. Y a-t-il une explication à un tel phénomène dans un pays qui s'appelle Cameroun et probablement dans d'autres pays du continent? Nous en parlerons avec beaucoup d'efficacité, j'espère, dans le cadre justement de nos échanges. Si vous êtes connecté sur le canal 307, sur Canal Plus International, santé vous privilégie. Et je commence par accueillir tous nos amis qui sont venus nous dire bonjour ce matin. Je commence par le docteur Georges Etoile Oyono. Docteur Etoile, bonjour. Bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être une fois de plus des vôtres ce matin. Je voudrais profiter de saluer comme ça tous nos millions de téléspectateurs de par le monde et particulièrement ceux qui nous suivent du côté des boulevards. Je pense ici à Madame Okomo Raïssa de l'ART. Je pense à Mademoiselle Bongo Odette, toujours du côté des boulevards. Aux camarades binômes, Biakolo Maxime qui est derrière son petit écran en ce moment. Et bien évidemment à mes parents du côté des sources, monsieur et madame Oyono. Merci beaucoup d'être là ce matin. Nous allons accueillir en face de vous la seule dame sur ce plateau. Si j'avais été un peu plus galant, j'aurais commencé par elle, mais elle m'en excusera certainement. On accueille donc madame Gisèle Metseband. Bonjour. J'espère que j'ai bien prononcé. Hein? Oui, oui, très bien. Bonjour Gisèle Metseband. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Metseband, c'est un nom d'où? Un nom de l'Est, oignon. Ah, un nom de l'Est, le oignon. C'est le maquia? Le maca. Le maca, le maca. Oui. Le maca, le maquia, c'est deux choses? Le maca n'existe pas à ma connaissance. C'est le maca. Peut-être c'est nous qui appelons comme ça chez les bêtis. C'est les bêtis qui appellent comme ça. Bon, pour être même plus précis, on appelle mekia. Non, il agréablement. Non, c'est le maca. Oui, c'est le C'est maca. vous qui dansez souvent au niveau des reins. Non, le patengue. La danse, c'est le patengue. Le patengue est différent de la danse des pygmées, qui est celle qu'on fait comme ça. Le patengue, c'est un peu comme le bikoutsi. Ah bon? Oui. Et vous préférez quelle danse? Le patengue, bien sûr. Le patengue, bien sûr. Parce que vous êtes de l'Est. Je suis 100% maca. 100% maca. Oui. On dit que du côté de l'Est, vous utilisez beaucoup ce qu'on appelle vulgairement au Cameroun les pratiques. Moi, j'utilise les pratiques divines. Elles sont plus puissantes que toutes les pratiques. Mais Dieu est au centre de toutes les pratiques qui existent. Celui qui a créé tout cela. Dieu est au-dessus de tout. Ah bon? Oui, c'est lui le meilleur marabout. Le meilleur marabout. Oui, le meilleur médecin et le meilleur de tous les temps. Je souligne que vous êtes une experte en matière d'assistance sociale. Oui, bien évidemment. Plus de 15 ans de service déjà. Vous êtes assistante sociale. Je suis inspecteur des affaires sociales. Inspecteur des affaires sociales. Oui. Merci d'être là ce matin. Merci également. À côté de vous, nous avons tout fait pour avoir un brillant esprit qui est enseignant d'université également. Il s'agit du professeur Numbissier. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour aux copanélistes. Bonjour à vos téléspectateurs. Comment vous allez ce jeudi matin? Je vais très bien, surtout que
J'ai apprécié votre invitation sur un sujet aussi sensible comme celui qu'on va aborder aujourd'hui. Tout à fait. C'est un sujet qui est plein de psychologie et je me sentirai à l'aise dans ce sujet. Naturellement. Merci bien. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que vous avez été sollicité. En face de vous, comment pouvait-il en être autrement? On accueille le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, celui-là qui continue à donner des torticolis à certains esprits bizarres. Il s'agit de Pierre Blériot-Niémec, le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Pierre Blériot-Niémec, bonjour. Bonjour, parfait ici, et bonjour à votre brillant panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Comment vous allez ce matin, Pierre Blériot? Je vais bien par la grâce de Dieu et je suis heureux d'être parmi vous ce matin. J'ai un petit coup de gueule. Ah bon? Oui. Oh là là, quand vous commencez de cette manière, je suis inquiet. Non, ne soyez pas inquiet. J'ai un petit coup de gueule parce que, vous savez, l'humilité doit nous faire regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Mais l'humilité n'est pas une faiblesse. Et ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas d'eux qu'ils ne sont rien. Si vous allez dans une autre chaîne de télévision, il y a des consultants un peu partout. Bien entendu. Les présentateurs ont déjà l'habitude de protéger leurs consultants. C'est ce que vous faites. Et la chaîne entière. Bien entendu. Pour ceux qui ont la bonne mémoire, c'est vous qui m'avez fait venir ici comme consultant. C'est de ça qu'il s'agit. Et au début, j'avais 3 jours que je vous avais accordés. Tout à fait. Sur votre insistance et celle de votre PDG, nous avons trouvé un terrain d'entente pour que je sois là souvent pendant 5 jours. Tout à fait. Alors, je suis un peu gêné lorsqu'un présentateur et un invité prennent suffisamment de temps sur vos espaces de télévision pour s'en prendre à moi pendant que je suis absent. J'ai sollicité ici de la FECAFOOT qu'elle envoie quelqu'un débattre avec moi. Il paraît qu'elle avait un certain Serge Branco-Branquelban qui était capable de débattre avec moi, mais il n'est pas venu. Et hier, il a profité de la tribune que lui offrait Info Sport. C'est comme ça que... Affiche Sport. Affiche Sport. Pour évoquer de manière dénigrante ma personne. Je voudrais préciser que pendant que je demande à certains à la FECAFOOT vont rencontrer les bambombok chez les bassins pour m'intimider, ainsi de suite, vous suivez mon regard. Je réponds aux bambombok que s'ils sont des vrais, qu'ils disent à leurs enfants de bien se tenir. Pendant que d'autres négocient sous cap pour que, disent-ils, que je baisse de ton, pendant que d'autres pensent pouvoir me corrompre, il se trouve quand même des individus du genre de Serge Branco qui, pendant qu'il était joueur, moi je n'ai pas connu ce nom. Je ne sais pas quel poste il a joué, ce qu'il a fait, ce qu'il a. Je réagis aujourd'hui, je sais que je vais choquer certains de mes fans, mais je réagis à la manière de Charles Ateba Yéné, de regretter mémoire. Vous savez, un animateur de télé du nom de Billy Shaw, pour ne pas le nommer, avait longuement provoqué Charles Ateba Yéné et Mathias Eriko Onangeni. Charles Ateba Yéné a décidé un jour de réagir. Et dans sa réaction, il disait qu'il était en train de construire sa énième villa, alors que Billy Shaw était en location à Monte-Koningui. Donc, c'est des paroles que j'envoie à Serge Branco. Si Serge Branco a les ressources, qu'il vienne débattre avec moi. S'il a déjà réalisé quelque chose dans sa vie, en dehors d'appeler Eto, docteur Eto, qu'il vienne le dire. Mais je préviens et je dis à tous ceux qui aiment me dire ne parle plus de tel, que tant que les gens continueront d'essayer de m'intimider ou de me provoquer, je vais réagir. Encore qu'il n'y a personne qui me fait peur à la parole. Moi, je ne les vois même pas. Je ne les vois pas. Donc, je dis clairement, pour ne pas me faire long, Serge Branco a dit que si je ne mendiais pas mon pain, il faut dire à Serge Branco que je suis employeur. Il faut le lui dire. Et il faut dire à ceux qui lui donnent de telles tribunes que je suis très au-dessus du besoin. Et je l'ai dit en d'autres occasions, mis à part le président, il n'y a pas beaucoup autour de lui qui puissent avoir le standing que j'ai. Et vous savez de quoi je parle? Je n'en disais pas plus. J'ai dit mis à part Eto. Lui-même, il n'y a pas autour de lui plus de 2 qui puissent avoir le standing que j'ai.
Merci Pierre Blériot-Niemek, je vous suggère Voilà. de garder votre sang-froid. Maintenant, votre je vais donner calme. la citation. À chaque fois que les gens vont souvent vous provoquer, parfois vous n'êtes pas obligé de réagir. Hein. Vous avez cité le nom de ce monsieur, vous dites que c'est un ancien joueur. Bon, moi je connais d'autres joueurs. Vous qui connaissez le type là, c'est qui même? Est-ce qu'il ressemble même physiquement à un joueur? Blériot, on va faire... Si on fouille même, vous allez le trouver dans des pratiques bizarres. Quand un homme est toujours en train d'applaudir un autre homme et tout le président et tout, vous allez fouiller beaucoup, vous allez trouver... Blériot, calmez-vous. Non, si vous fouillez un peu, vous allez trouver qu'il a des acquaintances un peu bizarroïdes et tout ça. Calmez-vous, Je ne suis pas sûr qu'il puisse s'asseoir comme ça. Je ne suis pas sûr. Ok? Blériot, Non, calmez-vous. je ne suis pas sûr. Calmez-vous, Et Pierre. quand on provoque, il faut bien se tenir. Je suis un garçon de Vogada. À la base, j'essaie seulement d'être poli. Je ne connais même pas la politesse, au fond. Calmez-vous, Pierre Blériot. Nous allons faire Je ce suis- pourquoi nous sommes payés. Après Vogada, c'est Oubek en Balmayo. Donc, à la vérité, l'école m'a sauvé. Je devais être un chasseur de rats. Donc, il ne faut même pas provoquer quelqu'un comme moi. Bien, bien. Un branco, branque le bang, quoi, c'est quoi ça? Il a quoi? Il a fait quoi? Blériot, c'est calme. Non, vraiment, j'essaie même de ne pas dire. Ceux qui ont l'oreille fine, vous savez, comprennent, j'ai pas besoin. Blériot, c'est beaucoup de temps déjà. Blériot, vous lui avez fait suffisamment de pub. Non, tu vas faire la pub à quelqu'un qui ne peut pas s'asseoir normalement. Blériot, la citation de ce matin. La citation de ce matin, pour les apprentis dictateurs, toute pensée contraire à la leur est un crime parfait. On peut reprendre. Pour les apprentis dictateurs, toute pensée contraire à la leur est un crime parfait. On peut un tout petit peu expliquer. Sûr, les apprentis dictateurs sont ceux qui estiment qu'il n'y a qu'une seule voix, un seul son de cloche, un son différent, c'est une déclaration de guerre. Mais vous voyez, j'en arrive souvent à penser que nous avons besoin de quelqu'un comme Paul Biya, même si ce n'est plus Paul Biya lui-même. Parfait, ici, cette citation me concerne directement. Comment nous pouvons expliquer qu'aujourd'hui, nous nous asseyons souvent ici, autant que nous sommes, nous critiquons Paul Biya, qui a le pouvoir de venir nous faire ramasser tous ici. Hein? Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'on peut nous ramasser pendant que nous sommes en pleine émission. Tout à fait. Nous disparaissons. Mais vous voyez des gens... bon, la seule performance qu'ils ont eue pour quelques-uns, c'est d'avoir joué ici ou là, et puis ça s'est arrêté brutalement. Estimer qu'ils peuvent même ôter des vies. Mais je vous assure, ce n'est pas parce que je ne le dis pas suffisamment ici. Dans beaucoup de forats Bassa, j'ai mon père, maître Emmanuel Tang, ancien président de l'Assemblée générale des avocats. Il est obligé de défendre partout Niemek, mon fils, et ainsi de suite. Vous entendez les gens dire, on va tuer Niemek, parce qu'il parle de tout. Mais et vous rêvez même d'un tout président, c'est ça? On a atteint ce niveau d'intolérance, vous dépassez la base là. C'est gravissime quand même. Donc, dès qu'on tient un discours différent, vous, votre groupe, là, la performance la plus grande, c'est que vous jouez avec le ballon, pas avec la tête. Faut que je vous le dis. Mais et puis que quelqu'un n'ose plus jamais me dire de ne plus parler de ces gens. S'ils n'arrêtent pas les premiers, je vais continuer et je vais être plus virulent désormais. Merci Samuel. Non, Merci Pierre Blériot. Je vais dire clairement, Obama me connaît très bien. Hein. Blériot, on sait pas. Non, je vous dis, je suis allé dans son bureau à Bignou, je lui ai parlé en face à face 3 heures de C'est temps, compris. en lui parlant très durement. Blériot, c'est compris. Il sait que je ne joue pas. D'accord. Et il a dû dire ça à Eto, que le type là ne joue pas. Blériot, je vais prendre une transition. Hein. C'est- Et vous allez prendre un verre d'eau. C'est parti. Théophile Vianney-Biya, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à tous les téléspectateurs que je trouve fièrement ce jour. C'est un plaisir d'être là pour le service que j'ai pour habitude de faire tous les jours. Hein. Nous sommes également très heureux de t'accueillir, hein, Théophile Vianney-Biya. Vous nous avez manqué pendant 2 jours. Dieu merci, vous êtes de retour toujours aussi virevoltant. Oui. Théophile Vianney-Biya, c'est le plus jeune journaliste en matière de revue de la presse en Afrique au sud du Sahara. Tous les matins, le bonhomme est là à partir de 6h15
45 minutes pour vous donner la température en kiosque. Il remet cela à partir de 10h dans le cadre de votre programme Espace Miné. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités et nous découvrons donc ces journaux avec tout d'abord le journal La Météo de Dieudonné Mvang qui nous amène du côté de l'université de Yaoundé 1 pour parler de Maurice Aurélien Sosso. Nous faisons savoir que le recteur Sosso est dans le viseur d'un cabinet noir. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? Le journal précise en page 3 qu'un ténébreux lanceur d'alerte pour tenter de manipuler l'opinion fait de la mauvaise sorcellerie en brodant un film d'horreur autour d'un homme de retour au Cameroun, notamment à Yaoundé entre guillemets, alors qu'en réalité il est encore hors du pays. Le journal précise donc ce matin que le recteur Maurice Aurélien Sosso est donc encore du côté de l'Hexagone. Il n'est pas encore au pays et d'après l'information qui est présentée ce matin, il se pourrait qu'un ténébreux lanceur d'alerte est donc en train de signaler que le recteur est de retour au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. La météo nous précise ce matin qu'il n'en est rien de tout cela. Info Matin parle d'approvisionnement des marchés. 150 000 tonnes de riz disponibles au terme d'une réunion ce 5 septembre à Yaoundé avec des responsables du MINFI, du PAD, des importateurs et des taillants. Le ministre du Commerce assure les consommateurs tout en appelant les opérateurs économiques à un sursaut patriotique. Luc Magloire Tangana annonce également des caravanes mobiles de vente promotionnelle sur toute l'étendue du territoire national pendant les 3 prochains mois qui précèdent les fêtes de fin d'année. Intéressons-nous à présent à la dotation générale de la décentralisation avec le quotidien bilingue gouvernemental Cameroun Tribune qui nous dit que Paul Biya fixe la répartition. Plus de 252,5 milliards de francs CFA à partager entre les communes, les régions et les autres instances chargées de la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun, conformément aux prévisions de la loi de finances 2023. L'intégralité du décret signé hier par le président de la République Paul Biya. Ce décret est donc présenté en page 2 du journal Cameroun Tribune. Intéressons-nous à présent à la qualification pour la CAN 2023. Les Lions sont à Garoua. C'est ce que nous dit le journal de la page 30 à la page 31. La sélection nationale Fagnon est arrivée hier soir dans la capitale régionale du Nord où elle dispute le 12 septembre prochain un match décisif contre le Burundi avant de prendre leur vol. Des joueurs de Rigobert Song-Bahanak ont participé en matinée à une séance d'entraînement ouverte au public, à la presse, au stade de Ngwaekele, ici même à Yaoundé. Le journal de la page 30 à la page 31 nous fait donc savoir que les Lions sont bel et bien à Garoua. Même son de cloche pour le messager de feu Pius Ndjawe qui s'intéresse également à cette actualité sportive en page 11. Cameroun-Burundi, les Lions en héros à Garoua. On nous fait donc savoir que ces derniers ont été accueillis de ce côté en héros par les populations ainsi que les supporters du football du côté de Garoua. Ils affrontent donc le 12 septembre prochain l'équipe du Burundi au stade Rumde Adja de Garoua. Dépravation des mœurs, tous coupables, s'exclame le journal de feu Pius Ndjawe. Ce journal qui est géré par Jean-François Chanon. On parle donc de ce sujet tabou autrefois, le sexe profitant dans une société où l'impunité est érigé en norme établie au mépris des incidences sociales, s'est transformé en un vaste réseau à portée de tous. Le journal tire donc la sonnette d'alarme ce matin et parle de dépravation des mœurs, tous coupables. Mutation s'intéresse ce matin à l'actualité concernant la rencontre Cameroun-Burundi. Les nouvelles de la tanière vous sont présentées en page 12 du journal Mutation de Georges Alain Boyomo qui s'intéresse également à l'actualité concernant les épidémies de putsch, l'effet contagion redouté à l'occasion du 65e anniversaire du décès de Ruben Oumniobet. L'UPC appelle le peuple camerounais à la vigilance. Le journal Le Jour reste dans la tanière des Lions indomptables et s'intéresse ici à l'actualité concernant André Onana. On nous fait donc savoir que le gardien André Onana est nominé au Ballon d'Or Football France. On en parle avec le journal Le Jour. En pied de une, le Camerounais a été retenu dans la catégorie des meilleurs gardiens de but pour revenir donc sur le Ballon d'Or France Football. On en parle ce matin. Bavure des gendarmes gardés à vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Le journal Le Jour nous dit en page 3 que la plainte déposée par l'ONG Mandela Center et Nouveau Droits de l'Homme a conduit à l'interpellation de certains éléments en service à la brigade territoriale des Toudi, ici même à Yaoundé. À Tangana Mbara, déjà 15 ans de prison, c'est la une du journal Le Jour. Placé en détention provisoire en août 2008, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République a été acquitté une première fois en 2012 avant d'être frappé par une série
série de condamnations. Intéressons-nous à l'affaire Congelcam contre le Minsanté avec Émergence. Le quotidien Émergence parle donc de cette affaire et titre en grande une, affaire Congelcam contre Minsanté, coup pour coup. Le Témoin reste également sur cette même actualité et titre en grande une, affaire Congelcam. Le ministre de la Santé dans la plénitude de la loi, interpellé par le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, pour la sécurité sanitaire des populations relativement à l'affaire des poissons pourris de l'entreprise qui a pris en otage l'actualité depuis quelques mois. Sylvestre Ngouchingue, le PDG de Congelé du Cameroun, dans une correspondance balaie d'un revers de la main les directives du Minsanté et distrait les Camerounais avec des questions sans intérêt liées au processus de transmission des correspondances administratives. Nous refermons cette revue de presse avec le journal Le Point Bi-Hebdo. Ce bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale parle ici de la suite du sommet des BRICS 2023. Site gouvernemental, sommet des BRICS, blackout. Les BRICS et l'Afrique se sont retrouvés autour d'une même table en Afrique du Sud. Le président Paul Biya était donc représenté par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Plus de 2 semaines après cette importante rencontre, aucune trace de l'émouvante intervention du Camerounais dans aucun site. Ses compatriotes crient au laxisme et à l'incompétence notoire qui caractérise leur administration. Le point du jeudi nous est donc présenté en page 7 du bi-hebdomadaire Le Point Bi-Hebdo, qui revient donc sur l'après-sommet des BRICS. Le blackout du gouvernement camerounais est présenté ce matin en page 7 du journal de Thierry Patrick Ondoa, qui est en kiosque et qui nous permet de refermer cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci, et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Implacable, intouchable, inattaquable et inaliénable reste votre fidélité. Merci de nous faire confiance tous les jours lorsqu'il est 10h et merci de choisir Info TV pour vous informer. C'était bel et bien la revue de presse Acte 2 avec Théophile Biané Biya. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Mesdames, messieurs, merci. Merci à vous, parfait à ici. Merci également à votre panel qui est assez riche ce matin. Moi, je vous appelle TVB, hein, j'en ai d'ailleurs convenance. Oui. Vous ne partez pas après cette brillante revue de la presse. Vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au journal de 19h en anglais, au journal de 20h en français. Au 19h et au 20h en français sur Info TV, on va s'intéresser à la sécurité dans les écoles parce que nous sommes en pleine période de rentrée scolaire. Il est très important de jeter un regard sur le système de sécurité qui existe dans certaines écoles. On va donc essayer de voir quel est le déploiement qui est effectué par les établissements scolaires pour assurer la sécurité des enfants en pleine période dédiée donc à l'année scolaire qui vient de démarrer il y a quelques jours seulement. On va également faire un tour du côté de la tanière des Lions Indomptables pour donner donc le climat qui règne du côté de Garoua. Nos équipes sont sur le terrain pour accompagner les Lions Indomptables qui préparent donc cette rencontre qui va se tenir le 12 septembre prochain du côté de Rumbe Adja. Cette rencontre avec le Burundi qui est une rencontre qui se dispute dans le cadre des qualifications pour la CAN 2023 qui va se disputer en Côte d'Ivoire. Merci TVB, tout en te souhaitant une excellente journée. On se dit à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous, à votre panel, ainsi qu'à vos téléspectateurs qui sont des millions. Merci. Hein. On dira déjà bravo à notre frère, à notre ami, à ce grand patriote qui s'appelle André Onana, qui fait la fierté de l'Afrique en ce moment, et plus précisément celle du Cameroun. Il est nominé pour être le plus grand joueur du monde pour cette saison 2023. Nominé du côté de France Football, nominé également du côté du Ballon d'Or européen. André Onana, comme gardien de but, est donc nominé. Le fait seulement déjà d'être nominé mérite des félicitations à l'endroit d'André Onana. Et c'est le Cameroun qui gagne à côté de toutes ces batailles. C'est le Cameroun qui gagne. Nous avons également retenu avec le messager du grand frère de François Chanon qu'il y a ce qu'on nous appelle la dépravation des mœurs. Et le messager pense que nous sommes tous coupables. Je passe la parole au socio-psychologue, professeur, parlant des dépravations de mœurs, parlant de ce sexe qui se pratique au Cameroun maintenant et qui va dans tous les sens. Le messager dit tous coupables. Votre réaction? Oui, monsieur Parfa ici, à la suite du messager, je vais dire pareillement, on est vraiment tous coupables.
Coupable, pourquoi? Parce que chacun a sa participation et son rôle à jouer afin que nous puissions revaloriser les mœurs. Parce que ce soit au niveau de la famille, dans les quartiers, dans la société en général, on a l'impression qu'il y a un laisser-aller. Il y a beaucoup de choses qui ont été détabouées, et la sexualité, le sexe aujourd'hui est devenu vulgaire et se pratique. Il est devenu sans tabou. Oui, je crois que je vous l'ai dit, des tabous, il est devenu sans tabou, comme vous le dites. C'est-à-dire qu'il n'a plus de normes, il n'a plus de règles, il y a un laisser-aller. Vous avez même l'impression, professeur, qu'il y a une catégorie de filles ici dehors, hein, pour ne parler d'abord que des filles, qui se baladent. Vous avez l'impression qu'elles se baladent avec du sexe sur un plateau. Oui, par leur habillement. Je me suis amusé entre 2010 et 2012 à m'intéresser à la sexualité au Cameroun. Et j'ai fait un constat. Cette période de transition a été très difficile pour les Camerounais parce que le style vestimentaire s'était métamorphosé et le nouveau style vestimentaire affichait des parties qui jadis étaient cachées. Alors ce sont des nouvelles stimulations sexuelles auxquelles devaient s'habituer les Camerounais. Et si vous avez été beaucoup plus vigilant, et vous avez constaté que pendant ce temps, entre 2010 et 2012, on a eu une forme de révolution sur le plan du sexe et de la pratique de la sexualité en Afrique. Et c'est pourquoi beaucoup ont eu des rapports sexuels à outrance, et beaucoup ont eu de multiples partenaires, et beaucoup ont attrapé les maladies comme le VIH-Sida et d'autres MST. D'autres sont même morts. Et beaucoup sont également décédés malheureusement. Bon, c'est dit que ça nous interpelle tous. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'éducateurs, c'est notre rôle déjà. Nous avons l'impression de n'avoir pas suffisamment éduqué les uns et les autres sur ce que c'est que l'humain d'abord, et les valeurs humaines. Parce que c'est pas pour rien que certaines valeurs doivent être préservées. C'est pas pour rien que l'activité sexuelle a été toujours entretenue par des normes, par des règles et par des tabous. Je veux prendre un exemple. J'ai une étudiante tchadienne qui m'a dit au Tchad, pour que la sexualité ne soit pas vulgaire dans leur pratique, dans les rituels traditionnels, il est dit ceci, c'est que quand une jeune fille quitte sa maison familiale et qu'elle a les rapports sexuels à l'extérieur, si elle revient dans sa maison familiale, elle revient avec la malédiction. Et ce sont des normes, des pratiques ou des idées qui ont entretenu la prolongation du premier rapport sexuel. Parce que quand je discutais avec ces étudiants, ils me disaient que oui, et elles sont parfois surprises de se rendre compte qu'au Cameroun, ça va dans tous les sens. Les filles elles ont les rapports sexuels, elles reviennent chez elles. Les garçons font pareil. Alors qu'elles ramènent la malédiction. Voilà. Si on reste dans l'ossature de cette pratique au Tchad là, parce qu'elles étaient vraiment précises là-dessus, c'est-à-dire que lorsqu'elles vont à l'extérieur, si elles reviennent chez elles après un rapport sexuel, elles reviennent avec la malédiction. Comme pour dire que nous, au niveau culturel, ça nous interpelle. Nous, au niveau de l'éducation, ça nous interpelle. Au niveau de l'église, de la religion, ça nous interpelle. Vous allez vous rendre compte que on a l'impression qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Vous allez voir ces jeunes petites filles qui ont opté pour l'abstinence sexuelle, quand elles vont aller dans les églises, c'est parfois le clergé qui doit les solliciter. Ça montre donc qu'il y a un problème qui est sérieux. On ne sait plus à qui faire confiance. On va voir la même chose dans les universités. Ces jeunes petites filles qui vont venir là, c'est nous les enseignants, qui allons aller vers elles. Ça montre que c'est donc pourquoi je suis d'accord avec le fait que ça soit un problème pour tous. Ça nous interpelle tous. Et au niveau de la société, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'État fait pour réguler certains? On a eu une certaine année. On a eu une certaine année, c'est important, monsieur Parfait ici, à une certaine année, il y avait un ministère qui avait pris une décision selon laquelle on devrait attraper des filles qui sont mal vêtues. Cela s'est fait à Douala, il pense également à Yaoundé. Et à un moment donné, quelques semaines après, on a levé. Et c'est devenu la dépravation, c'est devenu le laisser aller et chacun y va de soi. Et comme vous dites que lorsque, en tant que psychosociologue, pour chuter, comme vous dites, en psychologie sociale, lorsque les comportements n'est pas régis par les normes, il va dans tous les sens. Parce que ce sont les individualités qui veulent s'exprimer. Et lorsque les individualités veulent s'exprimer, il n'y a plus de normes, il n'y a plus de tabou. On observe malheureusement ce qu'on observe dans le cas de la sexualité et dans le cas du sexe. Merci, professeur, pour cette démonstration. Je vais passer la parole au docteur Etoua. Docteur Etoua, on n'a pas besoin d'aller consulter un charlatan
ou que sais-je encore, pour constater quand même que pour le cas du Cameroun, prenons vraiment le cas du Cameroun, le sexe se pratique désormais de manière bizarre, de manière non contrôlée, ça va dans tous les sens. On a la nette impression que le sexe au Cameroun est devenu banal. On doit devoir trouver une explication à ce phénomène. Tout à fait, parfait. Je voudrais commencer par saluer l'analyse du professeur Noubissier, justement, très intéressante, même s'il est vrai qu'il y a matière à redire quelque part. S'il est vrai qu'aujourd'hui, les responsabilités sont effectivement partagées et incombent à presque tous les maillons de la société, il faut quand même dire que le Cameroun a une particularité, c'est que généralement, on laisse le mal se développer, on laisse le mal évoluer pour entamer des dénonciations, des positions qui fustigent. Tenez par exemple, parfait pour commencer par un point précis, celui de l'université. Il y a un temps, on a salué l'attitude du recteur de l'université Yaoundé 2, je crois bien, qui fustigeait un type d'habillement. le professeur Minkwa. Je crois bien. On n'entrait pas au campus étant habillé n'importe comment. Parce que c'est à partir de là que tout commençait. Mais tenez-vous tranquille, parfait, c'est que on a l'impression que la pratique, la mesure n'a pas été contagieuse, elle n'a pas été appliquée dans d'autres universités. Moi, par exemple, On a dit c'est pour le professeur Minkwa voilà, là-bas. là c'est pour Yaoundé, c'est pour vous là-bas. Je suis un pur produit de l'université de Yaoundé, dont j'ai été recruté avant le transfert. Mais je vous dis, il y a comme cet aspect où on ne regarde pas, il n'y a pas une attention. Et voyez-vous, lorsqu'on Il y a un moment donné, quand vous allez dans une université, surtout soir, voilà, vraiment, mais c'est grave. Ça allait dans tous les sens. Vous avez l'impression que vous êtes à la plage. Exactement. De par l'habillement. Voilà. Vous avez l'impression que vous êtes à la plage et que c'est comme ça que les garçons sont embrouillés, ils ne se concentrent plus sur les études. Après, dans cet aspect pratique, parfait, je voudrais pas mettre de côté, outre la responsabilité parentale, le rôle des institutions. De nos jours, parfait, je ne sais pas, peut-être ici le seul sur le plateau à être dans certains forats où c'est à ciel ouvert maintenant que on commercialise cet aspect des choses-là. Les filles n'ont plus peur, elles n'ont plus honte. Mais docteur, vous faites comment pour rester dans ces forats-là? Merci beaucoup. J'avoue ne pas être là. J'avoue, parce que c'est un aspect qui permet aussi d'avoir la matière, peut-être pour les travaux de recherche. Voilà. Parce que tenez-vous tranquille, parfait. Blériot. Dès que quelqu'un envoie une vidéo osée dans un forum, si les administrateurs ne le retirent pas, moi je me retire. Mais Blériot, je m'en vais vous dire quand même qu'il y a deux attitudes. Le professeur pourrait le démentir bien après, c'est qu'il faut savoir être observateur. On extrait de la matière, soit pour une recherche, soit vous êtes enseignant, vous devez savoir comment ça se passe. Exactement. Et de là, et ces vidéos vont se retrouver dans vos téléphones. Ce n'est pas toujours des vidéos pour dire vrai. Il y a ce sont des captures ou des photos simplement où je ne vais pas cacher, vu que nous sommes sur un plateau qui se veut sensibilisateur aussi. Tout à fait. La ville de Douala est devenue aujourd'hui la capitale pratiquement de ce commerce auquel fait allusion parfait. C'est grave. On se demande bien que font les institutions, que fait l'ART et le ministère de tutelle. C'est grave. Et on n'a plus honte d'exposer ou le numéro de téléphone qui est à côté pour dire je suis dans tel quartier. Contactez-moi tel numéro. À tout moment. On donne même les prix. Exactement. Mais c'est là où tout part finalement. On se demande que mais attends, quel Cameroun on entend construit par de tels comportements? On aura beau dénoncer les parents qui, bien sûr, ils peuvent avoir peut-être une excuse, c'est de ne pas maîtriser l'outil informatique, les réseaux sociaux. Parce que lorsque les enfants font leur capture, leur comment vous appelez ça, les prises de vue, les selfies. Voilà, selfie, on va exposer quelle que soit la position. Voyez, voilà comment tout se contamine au fur et à mesure. Alors, honnêtement, les institutions ont quelque chose à faire, outre les parents qui se doivent de ne pas baisser les bras, mais je dis au niveau de l'institution, pour essayer de copier ce que font nos amis du Tchad, parce qu'il y a quand même un suivi et une rigueur, mais que le ministère de tutelle en matière de communication, ART et ces institutions, prennent des mesures fermes. Qu'on commence par bloquer ou suivre des preuves, vous allez voir, on aura une amélioration.
Merci docteur. Le docteur qui interpelle donc les pouvoirs publics de faire quelque chose. C'est bien parce que ce matin, nous avons également une dame, inspecteur des affaires sociales, Gisèle Metseband. Est-ce qu'il faut dire que vous avez failli dans vos missions? C'est lorsque vous êtes déjà dans les affaires sociales qu'on a l'impression qu'au Cameroun, sur cet aspect des choses, le sexe, ça va dans tous les sens. Que fait votre ministère? Merci, parfait Haïtien. Je pense que le ministère des Affaires sociales abat vraiment du travail sur ce plan. Mais je pense que la plus grande responsabilité ici revient aux familles. Oui. Tout doit commencer dans la famille avant que la société n'appuie ou bien accompagne les efforts faits dans chaque famille. Chaque parent doit veiller sur l'éducation de son enfant dès le bas âge. Parce qu'on a remarqué qu'il y a une mauvaise copie de l'Occident dans les comportements qui s'appliquent déjà dans notre pays depuis quelques années. Il y a une mauvaise copie. Le fait de dire qu'on va respecter les droits de l'enfant ne voudrait pas dire qu'on va laisser l'enfant faire tout ce qui est déviant ou tout ce qui va contre les normes sociales. Donc les parents ont une grande responsabilité. Mais au niveau des services sociaux que nous travaillons, nous faisons la sensibilisation. Nous avons beaucoup de journées. Le ministère des Affaires sociales est présent sur tout le territoire national. Il y a des sensibilisations qui sont faites. Il faut même d'abord noter que les parents ne participent pas à ces séances de sensibilisation. Parce que quand vous allez donner un thème, vous allez dire que bon, on invite les parents pour telle thématique. Vous ne verrez pas les parents. Vous ne verrez non plus ces jeunes filles qui doivent bénéficier de la sensibilisation. Mais lorsque vous dites que il y a une cérémonie de dons, non, vous verrez des gens venir parce qu'ils vont décharger ci ou ça. C'est là où on voit la mobilisation quand les affaires sociales interpellent. Mais si c'est un problème de sensibilisation, vous ne verrez pas des gens. Mais moi, j'attire l'attention du clergé à continuer aussi à sensibiliser. Parce que à l'époque, est-ce que les jeunes vont même encore à l'église? Ils y vont. Il y a certains prêtres qui interdisent certains accouplements dans leurs églises. Je pense qu'à ce niveau, il y a aussi quelque chose à faire parce qu'il y a vraiment un relâchement. À la cathédrale de Yaoundé. Mais tu sais que, madame, le prêtre également a besoin que les corbeilles soient de temps en temps remplies à l'église. Hein. S'il commence à dire que si vous êtes habillé bizarrement, vous ne venez plus à la messe, je pense que la cagnotte va baisser. Non, ça n'exclut pas la discipline. Pardon, ça n'exclut pas la discipline. Avec ta permission parfaite, je voudrais rassurer un élément, c'est que ne nous leurrons pas, bien qu'étant chrétien catholique baptisé avec tous les sacrements, je voulais dire que on tire un coup de chapeau à l'église protestante. Où aujourd'hui, on sait que ceux qui s'y rendent ont l'aspect vestimentaire qui est soigné. Voilà. Au niveau de la tête, on n'a pas les perruques, les greffes de 400, 500 et poussières de 1000. Tout est soigné, couvert. On n'approche pas. Et c'est l'occasion peut-être de dire à Monseigneur l'archevêque, le supérieur de Yaoundé, qu'il y a quelque chose à faire. Voilà, qu'on copie ce qui est fait ailleurs en bien. Honnêtement. Merci. Donc, pour continuer, je dirais tantôt que certains curés l'ont souvent fait et le font jusqu'à présent. Vous allez arriver dans les paroisses, vous trouverez des places à l'extérieur. Ces places sont réservées pour des dames, comme c'est surtout nous les dames qui nous habillons toujours mal. C'est pour des dames qui ont des habits. Et pourquoi vous les dames vous habillez toujours mal? Bon, je disais tantôt que c'est un problème de culture copiée ailleurs. Parce qu'on veut paraître comme les stars qu'on voit à la télé. Et il y a des dames, vous la voyez avec un habit, vous avez la nette impression que lorsqu'elle est allée chez le couturier, le tissu était fini. Bon, vous les hommes, vous avez aussi une responsabilité. Les hommes sont parfois des prescripteurs. Parce que lorsque vous laissez vos épouses sortir de la maison avec ces accoutrements, c'est la société qui va condamner ces accoutrements alors que vous avez laissé ça à la maison. Vous laissez vos filles sortir débraillées, vous ne sanctionnez pas. Moi, par exemple, j'ai bénéficié de l'éducation de mon grand frère. Chez mon grand frère, je ne pouvais pas porter une mini-jupe, je ne pouvais pas porter le cycliste. Il me disait, attends, quand tu seras déjà responsable, tu auras ton argent, tu porteras ce genre de vêtements. Mais à la longue, je ne pouvais plus m'habituer à ce genre de vêtements parce que j'ai grandi dans ce genre d'environnement. Vous avez quand même privé certains jeunes garçons de bonnes choses. Disons. Merci Gisèle. Hein? On passe la parole à Pierre Blériot-Niemek, le messager parution de ce matin, dépravation des mœurs, tous coupables. Oui, mais rendons justice à la génération actuelle et disons-lui la vérité. Hein.
le phénomène n'est pas nouveau. Non, non. Toute génération, aussitôt née, conjure l'éphémère, se veut d'éternité. Pourtant, l'attendent inexorable les moments crépusculaires. Joseph Ngoué, La Croix du Sud. En 1977, il y a exactement 46 ans, un brillant musicien camerounais du nom de Emmanuel Eboalota chantait un morceau intitulé Bissombe. Vous chantez souvent, mais il faut que les doigts là vous disent. Il faut traduire souvent ces chansons. Bissombe, be mabanga dubelo, babe tondon de mambo mawa se benya kisane mutu. Les jeunes d'aujourd'hui, il parlait de 77, refusent de croire en Dieu. Ils aiment plutôt les choses du monde, les plaisirs du monde. Le dimanche matin, continue-t-il à dire, ils ne vont plus à l'église. Il dit, bah, son dit, bessi, malamitin, tom, tom. Le dimanche matin, ils vont. Mais quand vous allez les rencontrer dans les boîtes de nuit et autres, sachez que c'est leur vraie vie. Et quand ils ramassent la mort, on accuse les sorciers. À chaque génération, ses défauts. Autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, l'affaire est amplifiée parce que nous avons à la fois les médias et les médias sociaux en monde. Mais vous savez, moi je vois les photos de certaines de mes tantes et de mes mamans avec les mini. Ta mère mettait les Ma mini. maman, elle était extrêmement sexy. Ah bon? À cette époque? Oui! Elle était canon. Oh là 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 là. Je comprends ce qui a fait que mon père ne résiste. Alors, donc, ça va ne... bien. Non! Par conséquent. Et puis, donc, je ne veux pas légitimer. Vous expliquez. J'explique. Le problème de notre société, la société camerounaise, pas les autres sociétés, c'est que nous n'avons aucun programme pour endiguer des phénomènes. On appelle ça la technique du pourrissement. Il paraît qu'à l'ENAM, on leur a enseigné une technique là-bas, laisser pourrir la situation. J'avais un oncle qui avait fait l'ENAM. Chaque fois qu'on avait un problème en famille, il disait laisser pourrir la situation. C'est-à-dire que ça va se gâter au point où les gens eux-mêmes vont encore arranger. C'est quelle technique? Mais c'est une expression, laisser pourrir la situation. Chez nous, on fait comme ça. La chose se passe mal. La dame a évoqué les parents. Il y a des parents qui eux-mêmes ont instauré des systèmes de vie chez eux qui vous font peur. Vous trouvez le papa en Bermuda au salon devant les enfants. Devant les enfants. Oh, je dis parfait à ici. Le papa est en Bermuda et un Bermuda qui laisse paraître des choses. Oh là là, ça tape à gauche, ça tape à droite. Il marche comme ça. Sa femme marche pareil avec des trucs. Des cyclistes. Des trucs, voilà. Les enfants, c'est les Boulgandjanga, c'est comme la maison de Satan. Autre chose, hein, je suis allé chez un grand frère un jour. Bon, peut-être on dit qu'ils sont de la haute classe. Il y a ce qu'on appelle là les bises, ou bien les bisous, je ne sais pas. J'ai vu ce monsieur, la cinquantaine, faire une de ces bises extrêmement appuyées à sa fille, qui avait dans les 19 ans. Moi, j'ai eu froid d'eau. Bon, j'ai dit que si le père va dire parfois, il est villageois. Non, moi, vous n'êtes pas villageois. C'est comme ça que leurs affaires là commencent souvent. C'est-à-dire qu'eux-mêmes pensent qu'ils initient leurs enfants. Vous savez, ma fille de 18 ans m'a fait bisou ici l'autre jour, il y a 3 jours. Elle m'a dit que même comme tu es villageois là, elle a volé. Elle m'a fait... Bon, moi je crois que notre éducation c'est pas ça. Tu vois un papa, il attrape la tête de sa fille. Comme le président de la fédération de football en Espagne. En Espagne. Non, ces images-là nous traumatisent. Nous avons une certaine pudeur avec nos enfants. Très bien. Les espaces de pudeur sont connus. Les toilettes ne se partagent pas entre garçons et filles. Les parents ne laissent pas leurs enfants entrer dans leur chambre quand ils sont en position de nudité. Ainsi de suite. Bon, moi, je ne comprends pas. Maintenant, vous voyez, ça se fait n'importe comment. Et vous voyez les bikinis et quoi. Les enfants, vous arrivez dans une famille. Et cette affaire même, Pierre Blériot, j'ai encore vu ça l'autre jour.
j'étais à Ebolova, chez Docteur Etoua. Je suis allé au village du ministre Famandongo. Là-bas, il a pratiquement un site touristique, en Kolandongo. Je connais un Kolandongo. Et il a une grande piscine là-bas, les gens viennent, ils vont nager, tout ça. Et j'ai une famille venir, c'est-à-dire le papa, la maman et tous les enfants. Et parmi les enfants, il y avait vraiment certains qui avaient un âge, c'est-à-dire 16 ans, 17 ans. Le papa était monsieur la quarantaine, la maman presque la même chose. Et je les ai vus tous dans cette piscine avec des habits de piscine. Ouais. Moi, j'étais un peu choqué. Et j'ai encore du petit parfait ici. Tu es villageois. Non, c'est mieux d'être villageois. Vous voyez, parfait ici. Non, c'est mieux d'être villageois parce que nous, ça choque notre morale élémentaire. Tout à fait. Et ils disent qu'ils sont occidentalisés, ils sont, modernes. Mais nous entendons souvent des choses en fin de compte. Qui ne sont pas bien. L'enfant ne doit pas pouvoir soupçonner à quoi ressemble le sexe de son père. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Disons-le comme ça. C'est vrai. Si. Hein? Vous allez voir une fille qui commence à fantasmer parce qu'elle a vu un paquet un peu trop volumineux et dans le pantalon de Imagine son père. quand c'est déjà mouillé. Voilà, Imagine quand c'est déjà mouillé. alors, et des choses comme ça, les choses des blancs là, hein, papa, ce n'est pas bien. Merci Pierre Blériot. Parfait, s'il te plaît. Oui, docteur Etoua, quelques secondes. Relever que il y a une actualité, il y a moins de 2 mois, qui laissait parler de cette histoire d'arc-en-ciel là. Je sais pas, c'était l'histoire LGBT. Tout à fait LGBT, merci. On a tous apprécié l'attitude des Camerounais vis-à-vis de cette approche-là. Et même des autorités. Hein. Tout à fait. Alors maintenant, on voudrait dire quand même que s'il est vrai que les Camerounais n'ont pas eu peur, aussi bien des ONG qui savent faire pression en matière de cette application des droits de l'homme à la n'importe comment, c'est-à-dire que il s'agit d'un droit s'exposer, se balader comme on veut. C'est un droit d'abord. Mais je dis, voilà un gouvernement qui a su prendre position face à une pratique. Pourquoi ne pas en faire autant? Parce que la mise en place de cette mesure prise par le gouvernement à un moment qui avait été implémentée à Douala et à Yaoundé pour quelques jours, comme l'a dit quelqu'un, honnêtement, il y a beaucoup de pression venues de très loin. Mais on se demande pourquoi nos institutions ont cédé par rapport à une telle pratique, alors que pour d'autres, on montre que nous sommes un État autonome, sommes souverains, on peut tenir. Dépravation des mœurs, tous coupables selon le messager ce matin. Je suis également de ceux qui pensent. Professeur, voulait aussi coller un petit commentaire. C'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. C'était juste pour balayer un peu la revue. Merci bien, moi je n'ai pas fait ici. Je sais que vous êtes un frère et ami. Voilà, en fait, juste pour apporter certains éléments, parce que ça ne doit pas être une fatalité, cette omniprésence de stimulation sexuelle dans notre environnement. Le problème chez nous, c'est une bonne éducation à la maîtrise de la sexualité et à la pratique de la sexualité et à la capacité de gérer la libido qui, à un moment donné, devient omniprésente et qui, à un moment donné, est trop éveillée. Et c'est dans cet éveil libidinal que beaucoup ne contrôlent pas et se livrent à une activité sexuelle à outrance. Quand vous allez en Europe, ils ont eu le temps de s'habituer à ces stimulations sexuelles un peu omniprésentes. Et nous, ici au Cameroun, on n'a pas le temps. Vous avez le temps. Ils ont le temps de savoir que quand vous allez en Espagne, par exemple, pendant l'été, si vous êtes mal intentionné, vous risquerez de violer des gens là-bas. Non, vous ne risquerez pas de violer les gens parce que vraiment les blancs, excusez-moi, vos femmes ne donnent pas l'envie de... certaines fois, je vais à Kribi. Les filles blanches sont belles. Je vais à Kribi. Quand une fille blanche est en pygmée, tu vois seulement un truc qui... Quand une blague, il y a une caractérisation. Les gens, on n'allait pas même marcher nu. En fait, c'était juste pour dire ceci, c'est que lorsque l'environnement a été envahi par les stimulations sexuelles, on a des jeunes malheureusement qui ont en eux cette énergie libidinale-là et qui n'arrivent pas à synchroniser entre ce que je vois, ce que je ressens et ce que je fais. Beaucoup plus croient que ce que je vois,
je dois automatiquement faire parce que je n'ai pas une éducation qui va me permettre de mentaliser la libido. C'est possible de le faire. Parce que beaucoup croient que, parce que je vois des gens qui sont nus, je dois être excité. Beaucoup croient que parce que je suis excité, je vais directement passer à l'acte sans savoir que nous, les psychologues, on apprend aux gens la mentalisation de la libido et la mentalisation de la partie sexuelle. C'est possible, c'est ce que je voulais ajouter, monsieur Parfait. Vous êtes en direct sur Info TV au canal 307, 10h, 11h52. Nous avons le pouvoir. La dénonciation de ce matin est l'œuvre de Pierre Blériot. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin nous est apportée par les fonctionnaires du Grand Sud qui travaillent dans le Grand Nord. Beaucoup nous ont écrit pour dénoncer quelque chose qu'ils estiment être une injustice. Enfants issus du Grand Sud ont été affectés dans le Grand Nord dès le début de leur prise de service. Et il y en a qui y sont depuis une vingtaine d'années. Sur les 3 qui m'ont écrit, celui qui a passé le moins de temps a passé 14 ans sur place. Et ils ont l'impression que les autorités traditionnelles et autres du Grand Nord, parce qu'elles, les autorités, voient le bon rendu de ces fonctionnaires, empêchent leur réaffectation dans le Grand Sud. Ils ne refusent pas, sur le principe, de travailler dans le Grand Nord, c'est le pays. Mais ils trouvent quand même que ce soit pas très juste qu'on empêche à quelqu'un, parce que c'est pas la porte d'à côté. Ils n'ont pas grandi dans ce climat, ils s'adaptent, et quelques-uns d'entre eux, notamment les femmes, parce que c'est 3 personnes qui sont rapprochées de nous, mais 2 sont des femmes mariées, qui vous disent carrément que cela a brisé leur couple. Parce que le mari étant dans le Grand Sud, la femme dans le Grand Nord, cela n'a pas été évident. C'est donc un problème de société que je pose sur la table, sans passion. Parce que vous savez ici, très souvent, dès que vous posez un problème, au lieu que les gens analysent le problème, on y voit autre chose. Ils se plaignent, c'est des frères, ils souhaitent, leur souhait, c'est qu'on fixe souvent des quotas et des limites. On dit par exemple, premier poste de travail, limite 8 ans. Alors, et qu'on fasse, parce qu'il y en a aussi ici, c'est autre chose qu'ils évoquent dans leur plainte, qui ont tout fait pour ne jamais aller là-bas. Puis encore, il y a des enfants du Grand Nord qui refusent carrément de travailler dans le Grand Nord, carrément. C'est-à-dire, ils disent que même pas une année. Dès qu'ils sortent, ils doivent être envoyés dans le Grand Sud. Donc, on appelle à une juste répartition de cette affaire. Merci beaucoup. Je commence par la dame qui est en studio. Comme vous-même, vous avez commencé à le relever, Pierre Blériot. Vu le contexte, j'espère qu'on ne dira pas que c'est un discours de haine. J'espère qu'on ne parlera pas de tribalisme. J'espère qu'on ne parlera pas de repli identitaire. La question, la question est claire, il faut la poser. Nous avons souvent posé les problèmes clairs, mais c'est un problème social qu'il faut poser. Et les psychologues et autres sont là qu'on l'analyse. Gisèle Metseband, que pensez-vous de cette dénonciation que pose Pierre Blériot ce matin? Oui, c'est pratiquement un problème réel, pas seulement les fonctionnaires du Grand Nord, parce qu'il a souligné quelque part que même dans le centre, même à Yaoundé où nous sommes, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, parce qu'il y a des fonctionnaires qui ont fait plus de 15 ans sur place, plus de 20 ans même sur place. On ne connaît pas leurs techniques, leurs secrets. Pour certains, ils veulent rester. Pour d'autres, ils sont condamnés, ils veulent partir, mais ils ne parviennent pas à partir. Or, il a mis 15 ans. Mais c'est une problématique qui peut être gérée par les ressources humaines de chaque département ministériel. Qui doit être traité par les ressources humaines de chaque département ministériel. Lorsqu'on veut l'affectation, parfois si on n'est pas responsable, je pense qu'il est souvent mieux de se rapprocher de sa hiérarchie et d'exprimer le désir d'être redéployé. Parce que si on n'est pas responsable, ce n'est pas évident qu'au niveau des ressources humaines d'un ministère, qu'on cherche un cadre en appui qui est quelque part pour l'affecter ailleurs. C'est ce que les gens disent, je précise, que c'est en se rapprochant même de ses responsables qu'ils trouvent des obstacles.
C'est-à-dire c'est le délégué régional, c'est le délégué départemental qui très souvent sont de la région, qui disent que non, vous particulièrement, vous devez rester ici. Merci beaucoup. Professeur Claude Noubissier, est-ce que, sur le plan justement sociologique, ça tombe bien, hein, comme vous êtes psychosociologue, est-ce que l'État ne devrait pas voir dans quelle mesure justement, je prends un exemple, hein, vraiment un exemple, un enseignant sorti de l'ENS, qui est du Grand Nord, est-ce qu'il ne sera pas plus à l'aise à travailler au Grand Nord que de l'envoyer au Grand Sud et vice-versa? C'est-à-dire sur le plan sociologique, au niveau des habitudes, au niveau de l'adaptation, au niveau des us et coutumes, au niveau ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, vous faites bien de repréciser la quintessence de votre question sur un plan purement sociologique. Moi, je veux voir également sur le plan psychosociologique, c'est-à-dire l'individu dans ses rapports aux autres. C'est tout à fait légitime que avant les affectations, je pense que c'est le cas, on a souvent demandé aux uns aux autres de faire des désidératas, c'est-à-dire chacun devrait faire des propositions dans le sens de savoir là où il aimerait travailler. Voilà. Et c'est pas pour rien qu'on demande ça. Parce que moi qui suis psychologue, qui fait également dans la psychologie du travail, lorsqu'on est travailleur et qu'on ne s'épanouit pas du fait d'une rupture avec la famille, ou d'une rupture avec ses sentiments, d'une rupture avec les gens qu'on aime, et on ne se donne pas à fond. On se donne de manière diminuée. Et c'est pourquoi l'État a bien voulu que chacun aille dans la ville ou dans la région qu'il a souhaité. Mais malheureusement, sur le plan pratique, avec ce que dit M. Nimek, on a parfois ces cas de personnes qui sont affectées dans des zones un peu plus loin et que les zones qu'ils ont souhaitées, qu'ils ont voulu, et ça peut créer beaucoup de problèmes dans le sens de la désunion et dans le sens du divorce. Entre-temps également, il y a ce qu'on appelle au niveau de l'administration camerounaise le regroupement familial. Et ce regroupement familial qui n'est pas respecté à la lettre. C'est-à-dire quoi? Vous êtes mariés, vous êtes tous des fonctionnaires, vous travaillez à Yaoundé. Un bon matin, on affecte ton mari à Tukumbumbere. Et maintenant, la femme reste à Yaoundé. Le mari fait des dossiers, comme on demande souvent, pour que sa femme puisse le retrouver là-bas. Parfois, ça ne passe pas, c'est bloqué. Ce sont des dossiers qui devaient être traités avec... Et à un moment donné, comme le disait justement Blériot, ça peut être source de désunion. Malheureusement, ce sont des dossiers qui devaient être traités avec diligence. Parce que moi, je le dis toujours, en tant que psychologue, l'État a tout préparé. C'est sur le plan pratique que les choses deviennent un peu compliquées. Parce que l'État a pris sur lui de comprendre que si moi, Noubissier, je suis au centre et que mon épouse est au nord, il va falloir que nous puissions nous regrouper facilement. L'État nous accorde... Puisque vous devez même faire des enfants. Puisqu'on doit être ensemble. Et vous devez même vous partager une certaine chaleur. Un regard porté sur les enfants, sur leur éducation. Mais il faut également que je fasse une analyse générale déjà. Oui. Vous savez, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui voudrait que nous puissions affirmer notre appartenance au Cameroun en étant mieux, quel que soit l'environnement, l'espace spatio-temporel dans lequel on nous affecte. Là, il fallait commencer déjà par là. Quel que soit où on nous affecte, on devait se sentir mieux. Mais on doit savoir que on se sentirait plus mieux avec son épouse et ses enfants dans ces environnements-là. Maintenant, les tracasseries administratives ont malheureusement ne sont pas toujours allées dans le sens de promouvoir ce qui avait déjà été résolu par le regroupement familial. Parce que ça devait être un impératif. Au moment où on vous affecte, parce que c'est pas pour rien qu'on demande sur la fiche de renseignement, est-ce que vous êtes marié? Ce sont des informations qui devraient être utiles. Avez-vous des enfants? Où est-ce entre celui qui est marié et celui qui ne l'est pas, qui peut facilement faire le déplacement dans certaines zones reculées. Et lorsqu'on l'a retiré celui-ci, parce que ça ne veut pas dire parce qu'on est marié qu'on ne peut pas aller au-delà du cadre dans lequel on vit, l'espace dans lequel on vit, on peut aller ailleurs, mais notre famille est tenue à nous y rejoindre. Bon, c'est vraiment vu. Mais le problème de fond est un peu comme celui que nous vous allez chuter. Est celui de la pratique. Comment est-ce que les uns et les autres, est-ce qu'il y a une organisation qui fait qu'au Cameroun, quand je dois faire 5 ans ailleurs, je vais aller ailleurs. Quand je dois faire 10 ans dans une zone, je vais aller ailleurs. Bon, il n'a pas réellement, il n'a pas à proprement parler une configuration dans ce sens-là. C'est donc pourquoi lorsqu'on est fonctionnaire, vous le savez, on a un engagement décimal qu'on signe de travailler au moins pendant 10 ans dans une région, ou en fait dans la ville d'affectation, avant de demander une quelconque affectation. Bon, l'objectif aurait voulu que lorsque un fonctionnaire est affecté quelque part, qu'il aille avec son épouse et que l'État mette
sur place les dispositions factuelles qui peuvent l'accompagner. Il y a Gisèle qui veut absolument donner quelques autres éléments. Allons-y rapidement. Oui, merci, parfait ici. Sans toutefois défendre l'administration, je voudrais dire ici que la longévité à un poste crée une monotonie. Tout à fait. Donc le rendement ne peut plus être vraiment le même. Mais cependant, c'est l'administration qui décide d'envoyer tous les agents publics là où besoin se fait ressentir. Il ne revient pas aux employés. Oui, le principe voudrait que l'administration redéploie ses personnels là où il y a besoin de services. Dans ce cas, le regroupement familial ne peut pas toujours être effectif. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent dans les sociétés parapubliques et d'autres qui sont agents de l'État. Et ces sociétés ne se retrouvent pas partout. On peut quand même faire un rapprochement. Et voilà comment l'État parfois gâte les mariages des gens. Bon, c'est pas gâté, mais donc on peut faire un rapprochement. Le mari peut travailler à Yaoundé, la femme en Balmayo, par exemple. Là, vous êtes au même endroit. Nous disons que quelqu'un est à Yagua. Le mari est à Yagua et la femme est à Yaoundé. Non, je connais beaucoup de gens qui se sont fait affecter dans le cadre du regroupement familial. Il faut constituer les dossiers. Certains le disent sans constituer les dossiers. Non, on vous parle des gens qui se battent et je ne veux pas vous parler d'une affaire vécue et sans stigmatisation. Il paraît même que les gens adorent les femmes de Trouy dans ces zones-là. Pour après. J'ai vécu dans. Je vais aller plus loin. Je suis arrivé dans une ville du Grand Nord, pour un village. Et le jour où j'arrive, un professeur de lycée qui était censeur arrivait ce même jour. Il s'est fait bastonner et il s'est fait garder à la brigade parce qu'il revendiquait sa femme qu'avait condamné le commandant de brigade. Le professeur de lycée a été... Le commandant de brigade, lui, a condamné sa femme pour... Il a pris la femme, le monsieur est allé faire du bruit et il a dormi à la brigade. Ok, d'accord. Docteur, et toi, je préfère qu'on nous revenions à la dénonciation proprement dite, afin de blairer les compris. Que doit faire l'État pour essayer quand même de résoudre ce problème? C'est la dénonciation originelle. Le fait que certains se retrouvent dans une zone pendant 15 ans, 20 ans, ils veulent être réaffectés ailleurs, mais on a l'impression que c'est bloqué. Bien, merci, parfait. Avant, avec ta permission, avant de répondre à cette préoccupation, je pense qu'il est important quand même qu'on ne se leurre pas. Le problème posé par Blériot est une réalité. Il ne s'agit pas simplement... Bref, je précise que c'est une réalité dans le milieu fonctionnariat. Le fonctionnaire au Cameroun fait face vraiment à cette difficulté. Quand je dis fonctionnaire, qu'il s'agisse du corps de l'enseignement, du corps je voudrais dire, tout récemment, il y a une amélioration dans le milieu de la diplomatie. Dans les autres milieux, les autres corps, pour dire que je parle avec une expérience également d'il y a près de 10 ans, où j'avais un tout petit peu été, on va dire, entre guillemets, oublié dans un établissement de la ville de Yaoundé, alors qu'en fait, il a fallu attendre la venue d'un ministre, le ministre Sengalé, Bibéhe, pour organiser ce qu'on avait appelé à l'époque un tsunami. Le tsunami consistait à redéployer tout ce qui avait, ce qu'on appelait dans le milieu de l'enseignement ou du travail, qui avait des titres fonciers. C'est-à-dire que tu es dans un poste depuis bientôt 10, 12 ans, 15 ans. Et tenez-vous tranquille, malgré le tsunami, entre guillemets, du ministre Sengalé, on a des enseignants qui ont échappé. Un enseignant qui va à bientôt 17 ans, tu es sur place, pendant qu'on envoie d'autres. Georges, toi que je suis, avant de partir de ce ministère pour l'université de Ngaoundéré, j'avais été redéployé au 20, à 45 km du Gabon, après 100 mm, où il n'y a ni eau ni courant. Partant de Yaoundé. Je vous dis, partant de Yaoundé pour au 20, région du Sud, il n'y avait ni eau ni courant. J'y ai passé 3 années parfaites avec des mémoires de fonctionnaires, un triste souvenir. Imaginez donc aujourd'hui, ça, je parle de mon cas. Pour ce que les autres ont pu connaître, subir, c'est une réalité. Je vais également toucher le cas de Maroua, où effectivement, j'ai des collègues
Ben, c'est grave comme souffrance, même s'il est vrai que ceux qui intègrent le milieu, j'espère qu'ils ne sont pas à l'université, ils sont... Non, les universitaires ne s'en plaignent pas. Attention, parce que Enfin, je vais... Et je prends la responsabilité sans toutefois fustiger la pratique ou l'approche ou estimer que les localités un peu lointaines là n'accueillent pas bien ou alors il ne fait pas bon vivre dans ces coins. Non. Mais ce principe relevé, à savoir la fonction publique camerounaise, reconnaît le principe de rotation. Le principe de rotation est attribué à tout fonctionnaire. C'est-à-dire que, pour reprendre l'expression de la dénonciation de Blériot, le fonctionnaire a une certaine durée à ne pas passer à un poste. Ça, c'est le droit du fonctionnaire ici. Cette rotation doit être appliquée. Malheureusement, pour revenir maintenant à la proposition de réponse que demande Parfait, notre système est confronté à beaucoup de difficultés aujourd'hui. Soit il s'agit d'un laxisme quelque part, parce que on va vous dire qu'une localité retirée comme celle dont parlait Blériot est tellement grande, mais il n'y a pas suffisamment d'enseignants de ce côté. C'est pourquoi, par des voies communes au système camerounais, ou alors au Camerounais proprement dit, chacun passe par sa voie pour bénéficier soit d'un maintien dans la zone où il est déjà, au point où lorsqu'on sort même des recrutements, ce n'est pas tout le monde qui est touché, on prend quelques personnes. À côté de ce point parfait, revenant au problème de couple, au problème social, c'est qu'en fait, il y a des moments où la procédure, comme l'a si bien dit madame, le droit est reconnu à tout fonctionnaire de rejoindre son épouse ou son époux. Ça c'est clair, non négociable. Mais sur la pratique et sur le terrain, c'est une extrême difficulté. Je ne vais pas généraliser en disant que personne ne le fait. Il y a de nombreux cas où monsieur travaille à Tokombéré, madame est du côté de Berthois. La procédure a été tentée, résultat, beaucoup sont souvent soumis à des pratiques de corruption, c'est-à-dire bien parler, entre guillemets, pour bénéficier de cet avantage-là. Seul le personnel de l'administration territoriale. Parce que si M. Nubissi en face de moi aujourd'hui était sous-préfet, il n'a même pas besoin d'une procédure hôtel. L'épouse le rejoint automatiquement, quelle que soit la période de l'année. Voyez-vous? Nous allons lire les préoccupations des téléspectateurs. Il y a un monsieur qui nous dit ici, contrairement à ce qu'affirme le docteur et toi, que le regroupement familial aboutit toujours. Lui, il est même sentencié. Non, mais il faut qu'il nous donne son numéro. Voilà. On va lui envoyer les dossiers. Et c'est même grave qu'il dise ça. Non, c'est bon. C'est grave. Il faut qu'il... On va lire d'autres préoccupations. Bonjour Parfait à ici et à votre panel. Ravi encore de vous écouter ce matin. La question des mœurs est vraiment bafouée de nos jours. Dans certaines villes, ces choses ont vraiment débordé. Les rares fois que je viens à Yaoundé et autres villes voisines, tellement je passe mon temps à observer certaines choses que mes yeux commencent à me faire mal. Je suis donc d'accord avec ceux qui pensent tous les milieux de socialisation sont coupables et qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. La justice également doit frapper sur la table, car l'impunité y est pour quelque chose. Pourtant, le code pénal n'est pas passé outre. Et sur la dénonciation, je ne suis pas du tout d'accord avec le consultant. Ces mêmes réalités qu'il dénonce sont réciproques. Certains fonctionnaires sont de lustre affectés au sud et peinent à voir aussi leur famille. N'est-ce pas? C'est l'unité nationale. On ne doit pas stigmatiser le septentrion dans cette affaire. Si on veut, parlons du fédéralisme communautaire. Moi, personnellement, je suis déçu de ce sujet et des interventions, surtout dans le langage. C'est Fabien de Marois qui nous envoie le Voilà. Vous voulez qu'il ne soit pas déçu comment? Autre message ce matin. Bonjour à vous concernant la dépravation des mœurs. Je souligne l'aspect des groupes WhatsApp où tu es tranquille. Tu vois seulement tel vous a ajouté sans votre consentement et avec de ces noms de groupe, tuer pour tuer, la sagacité du bas, etc. Et tu sors, ils insistent, ils te rajoutent que l'Obin Postel utilise de son pouvoir pour traquer ces malades. Nous allons prendre d'autres messages ce matin. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Nous prenons celui-ci. Bonjour. Il faut dire bonjour les démineurs. Hein. Ça fait longtemps que ça a changé.
Donc bonjour les démineurs. Moi je suis enseignante dans l'extrême nord, plus précisément à Yagua depuis 4 ans. Je vous assure que c'est 4 ans d'enfer, sans voie de sortie par ton chef, mais là où le bas blesse, c'est qu'il y a ceux-là du Grand Nord qui, à peine affectés, sont nommés, soi-disant parce qu'ils sont chez eux, et nous autres devons juste admirer sans se plaindre. Il faut que cela cesse vraiment. Je suggère que le numéro le monsieur qui de Marouala, que ça aboutit toujours. Non, pas celui qui a dit que ça aboutit, celui qui parle de la stigmatisation, que vous lui donniez le numéro de la femme qui souffre depuis 4 ans, comme ça qu'il l'aide là-bas. Bonjour Perfecto, tout en demandant aux consultants de tous les temps de se calmer. Il est normal que ces oiseaux moyenâgeux soient écrasés. En dehors du ballon, il sait faire ou dire quoi? Ce Serge Brancard. Perfecto. Ce sont les multiples programmes d'ajustement structurel qui nous ont conduits à ces comportements. Mais ceci a tué l'intégration nationale puisque les mutations avaient l'avantage de mieux entretenir le vivre ensemble. C'est Blaise qui envoie la préoccupation. Je vous amène en Côte d'Ivoire. C'est le 225. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Shalom El Perfecto et les pétillants des mineurs. L'excellent Blériot, ceux qui vous ciblent cherchent à bénéficier de votre lumière et de votre visibilité. Ignorez-les, s'il vous plaît. Sur la dénonciation, disons qu'il y a nécessité pour l'un des deux conjoints de sacrifier son travail pour possibiliser le regroupement familial. Soyez bénis. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Je vous amène au 351. Il s'agit de quel pays là? Il va nous dire, hein? Bonjour le plateau, on pratique pas plus le sexe aujourd'hui qu'avant, sauf qu'avec les réseaux sociaux, on peut voir pourquoi facilement. Mais Perfecto, la famille que tu as vue à la piscine, il fallait que la famille aille nager avec les djinns. Non, soyons sérieux. La bise est un grand signe d'affection. Mon fils a 12 ans. Quand il se réveille le matin, il vient me faire la bise et un grand câlin et me sent très c'est un problème d'éducation simplement. C'est Fred de Paris. Fred de Paris, moi je suis d'abord désolé. Mon enfant, garçon, ne peut pas me faire la bise. C'est clair. Je suis désolé. Non, moi mon garçon ne peut pas me faire la bise. Jamais. C'est dangereux. Chez nous, ça je ne se fait pas. peux encore tolérer que ma fille me fasse une bise jusqu'à un certain âge. Hein. Ouais. Parce que quand ma fille aura dit à partir de 16 ans, elle ne me fait pas de bises. On peut s'embrasser comme on s'embrasse comme ça. S'embrasse comme ça. Voilà. Et on se salue. Voilà. Et le soir, il faut se toucher. Chez nous, ici, les gars. Vous voyez un peu le petit écart entre la joue et la bouche, et ainsi de suite. Non, nous sommes des bantous durs. Ah oui, très durs. Très durs. Autre message ce matin. Bonjour à Blériot. Bonjour à Perfecto, mon admiration pour vous reste inébranlable. Je suis très meurtri, accablé et éberlué ce matin. Nous sommes tous des Camerounais en dépit du fait que l'empathie n'est plus l'affaire de beaucoup d'entre nous, mais quand même ayons un minimum d'humanisme. Juste pour vous dire que la femme d'un grand responsable du MRC, Félix Ningue de Mendon, je ne sais pas si c'est un sujet inscrit à l'ordre du jour, et nous allons prendre un autre message. Bonjour Perfection, votre téléspectateur depuis Menganga. Perfection, parlant du sexe qui va dans tous les sens actuellement, il y a un prêtre catholique qui a été arrêté aux États-Unis après avoir prêché contre l'homosexualité et l'avortement. Perfection, est-ce que vous en avez vraiment convenance? Il continue en disant, s'il te plaît Perfection, passe mon shalom à Mbombo Pierre Blériot, il est mon idole. C'est un monsieur qu'il nous faut dans ce pays pour le modèle de la jeunesse depuis Menganga, votre téléspectateur le plus privilégié au sud du Sahara. On va lire peut-être 3 ou 4 derniers rapidement. Hein. Bonjour chers voisins. Sans toutefois tenter de déconstruire la dénonciation, je suis Bamoun. Je travaille à Garoua et je suis épanoui, contrairement à quand je travaillais à Bafoussam. En ce qui concerne le regroupement familial, il faut rappeler aux femmes que ça ne concerne pas le vient en reste, mais plutôt les femmes détentrices d'un acte de mariage. Rappelons tout de même que cette dénonciation ne concerne
concerne pas que le Grand Nord, mais plutôt l'étendue du territoire. C'est Saïd DiCaprio, depuis Garoua, qui envoie le message. Le 251, c'est un numéro du Portugal. Donc, la personne est venue répondre à mais perfecto, ton fils te fait la bise. C'est comme quand ta fille te fait la bise. Tu peux pas avoir des idées déplacées envers ta fille ou ton fils. Pourquoi tu vas accepter la bise de ta fille et pas celle de ton fils, alors qu'ils sont tous tes deux enfants? Il faut qu'on lui explique. Vas-y, Blériot. Parfait, ici. Le sexe, même lorsqu'il n'est pas pratiqué, est symbolisé. Quand vous allez dans les hôtels chez eux là-bas, vous voyez dessiner homme, là où les hommes entrent. Tout à fait. Femme, là où les femmes entrent. Quand une femme va avec son garçon, elle entre là où les femmes entrent et le garçon entre là où les hommes entrent. Donc, si toute la famille est ensemble, le garçon et son papa vont entrer là où c'est écrit homme. C'est la même famille, n'est-ce pas? Bien sûr. Et la fille et sa maman vont entrer là où c'est écrit femme. Toutes ces choses sont organisées pour que l'enfant retienne qu'on peut voir la nudité du même sexe quand vous êtes parent. On ne peut pas échanger dans la nudité du même sexe. Chez nous, c'est comme ça que ça se conçoit. Pas là-bas chez eux, chez nous. Permettre à un garçon de commencer à faire des bises à des garçons peut dégénérer. C'est dangereux. Il peut penser que c'est bon de... Après, ici, on peut arriver là. D'ailleurs, ils font même la bise à leur garçon sur la bouche. Nous, ici, les gens de notre génération me chargent de lui dire que nous refusons les bises garçon. Bonjour Perfecto et à ton panel. Je suis Albert, instituteur depuis 1992. Lors d'une réunion en décembre supérieur des recyclages pour les écoles privées, j'ai demandé au ministre de fermer les écoles normales d'instituteurs et Niège pour recruter ceux déjà formés. Je connais les collègues qui ont fait toute leur vie dans le même poste jusqu'à aller à la retraite simplement parce que les affectations sont biaisées. Mes messages ne sont jamais lus. Dommage. Vous voyez alors que j'ai lu, nous n'avons pas de problème de terrain au village. Et je prends une autre touche pause. Qu'est-ce qui peut expliquer ce nouveau phénomène au Cameroun et dans certains pays africains? Il s'agit tout simplement du phénomène ayant trait à ces enfants portés disparus. C'est la problématique principale de ce matin. Je commence par le psychosociologue, le professeur Noubissier. Professeur, quel regard, de manière générale, posez-vous sur ce nouveau phénomène? Alors, merci bien, monsieur Pafa ici. Nous tous, chacun d'entre nous ici a été témoin d'une image, d'une photo qui circule dans les forats, signifiant un enfant qui est porté disparu. Tout à fait. Ça fait vraiment actualité depuis 2 à 3 à 4 mois dans notre pays. Et nous, les psychosociologues, je veux l'aborder en faisant une analyse à 3 dimensions, ou avec 3 instances catégorielles. La première, c'est que il faut se poser une question de départ. Les photos qu'on voit circuler, ces enfants, est-ce des enfants? Parce qu'il y a 3 catégories, il y a les enfants. Et après quelques temps, on vous dit que non, l'enfant a été retrouvé, c'est bon, il ne faut plus ventiler la suite. Mais il y en a quand même, l'enfant a été kidnappé, et après l'enfant a été décédé. Alors voilà les 3 catégories qui vont me permettre de faire une analyse un peu globale. La première catégorie, l'enfant a été retrouvé. De quel type d'enfant s'agit-il? Est-ce l'enfant de la rue ou l'enfant dans la rue ou l'enfant dans un ménage? Alors, est-ce que c'est un enfant qui a profondément bénéficié de la sécurité de ses parents? Parce que nous savons tous que lorsqu'on fait un enfant, on est tenu par un devoir de sécuriser cet enfant. Alors maintenant, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que l'enfant soit sécurisé? Si elles ne sont pas bien prises, qu'est-ce qui justifie le fait que l'enfant ait disparu pour un temps de la vigilance de ses parents? Deuxième question, les enfants dans la rue. Ces enfants qu'on voit faire des petits commerces un peu partout et qui, heureusement, peuvent revenir le soir. Mais malheureusement, certains ne reviennent pas le soir. Maintenant, les enfants de la rue, ceux qui ont élu domicile dans la rue et qui se trouvent pendant longtemps. Maintenant, les enfants dans nos ménages, c'est-à-dire un enfant qui s'est levé le matin, on l'envoie peut-être à l'école ou on l'envoie faire une commission et qui n'est plus revenu. Ça devient un très gros problème. C'est un problème au niveau de la perception et de la représentation de l'enfant. Que représente l'enfant pour nous? Pourquoi ces personnes vulnérables sont-elles sollicitées
dans les cas de kidnapping et dans les cas entre guillemets, de crimes rituels. Parce que je vais laisser la première catégorie, c'est-à-dire les enfants qui après sont retrouvés, peuvent être retrouvés du fait de la négligence des parents. Mais ce qui me semble être plus important, ce sont ces enfants-là qui sont kidnappés à des finalités d'escroquer ou de racketter les parents, ce qui est une image symbolique du contexte socio-culturel, socio-économique dans lequel nous sommes. Maintenant, ces enfants qui disparaissent définitivement, c'est-à-dire on ne les retrouve plus jamais. Où ils sont, est-ce qu'ils sont morts et parfois ces enfants sont décédés. Vous savez, nous sommes dans une nouvelle ère qui a été annoncée depuis les années 2000, l'entrée dans les années 2000. L'ère du nouvel ordre mondial. On doit le savoir, tout est possible de nos jours. Rien n'est plus impossible. Il est possible que ces enfants-là servent à beaucoup d'autres choses, à beaucoup de pratiques qui sont plus visibles, qui sont des pratiques obscures. Il est possible également que du fait de la représentation que la société a élaborée de ces enfants qui sont parfois porteurs de bénédictions, parfois porteurs de chance et qui peuvent être parfois également utilisés pour des fins obscures également, pour dire que la malchance de ces enfants, c'est le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Un contexte où les gens passent par certaines voies, parfois non conventionnelles, pour atteindre des niveaux sociaux un peu plus pertinents, un peu plus consistants. Bon, pour dire que la psychosociologie, lorsqu'elle regarde ce problème, se pose la question de savoir pourquoi l'enfant qui jadis suscitait quand vous voyez un enfant déjà, quand vous entendez les pleurs d'un enfant, ça devait susciter chez vous de la tristesse et de la compassion. Comment on peut arriver à prendre un pareil enfant et à supporter ses pleurs? Moi, j'imagine que quand on a kidnappé l'enfant, il s'est mis à pleurer dans la voiture. Et comment est-ce que l'humain d'aujourd'hui arrive à supporter ses pleurs, arrive à le garder, arrive même à tuer un enfant? Ceci était impensable par le passé. Mais de nos jours, comme je le disais, tout est possible parce que on arrive à voir dans nos sociétés actuelles des gens qui sont devenus insensibles, qui sont comme des robots, c'est-à-dire qui sont programmés pour des fins et qui arrivent, quelles que soient les pleurs de l'enfant, quelle que soit la sensibilité, qu'est-ce que toi, la tristesse que l'enfant doit présenter, ces gens deviennent insensibles du fait qu'ils sont omnibulés par l'élément d'un de vos sujets d'aujourd'hui, par la perte des valeurs. Qu'est-ce qui fait valeur dans nos sociétés aujourd'hui? Quelle est la symbolique de la valeur? Est-ce que le matériel, est-ce que l'argent a plus de valeur que ce petit enfant qu'on se doit d'encadrer? C'est donc quand je parle des symboles, des représentations et des perceptions. On doit revoir de manière sérieuse la représentation de l'enfant, la perception de l'enfant. Et maintenant, autre chose, parce qu'il ne faudra pas qu'on fuit le sujet au départ. L'élément premier, vous allez chuter, professeur. Comment on fait l'enfant? Est-ce que l'enfant est pensé? Est-ce que l'enfant est conçu psychologiquement? Est-ce que l'enfant est fait parce que le couple s'entend, a dit je dois faire un enfant parce que je dois le protéger? La protection de l'enfant. Lorsqu'on décide de faire un enfant, il faudra qu'on sache que cet acte-là est porteur d'engagement vis-à-vis de ceux qui s'engagent à faire un enfant. Mais de nos jours, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? Les gens font les enfants comme ça. Les gens sont comme des oiseaux. Sont parfois même surpris de savoir qu'elles sont enceintes, sont parfois surpris de voir qu'elles ne voient plus leur menstrue, et ainsi de suite. Bon, ce sont les questions qu'il faut voir. Et un enfant arrive même sous le coup de l'énervement. Et les enfants, pareil, je reçois beaucoup plus, c'est pourquoi je vous dis votre sujet est beaucoup plus sensible, parce que je reçois au cabinet beaucoup d'enfants. Je recevais une femme avant-hier qui ne se comprenait pas pourquoi son enfant de 18 ans ne l'aime pas. Et lorsqu'elle a entré dans l'histoire de cet enfant, j'ai compris qu'à la base, parce qu'il faut le dire, c'est important également, il faut le dire, ne pensons pas que les enfants là sont seulement la fusion entre gamètes mâles et gamètes femelles. Il y a une autre dimension, qui est une dimension psychologique, qui est porteuse de révélation. Parce qu'on croit, on a l'impression que c'est pendant que l'œuf a été fusionné, le gamète mâle et le gamète femelle ont fusionné pour donner l'œuf, que l'enfant arrive. Non. Nous, les psychologues, pensons que l'enfant existe d'abord dans les fantasmes, dans les désirs de ceux qui désirent le faire, avant d'être conçu et avant de passer les 9 mois dans le ventre de sa mère pour arriver dans la société. Mais malheureusement, plusieurs enfants ne passent pas par cette période-là. Et parfois, lorsque la maman annonce à son conjoint, à son mari qu'elle est enceinte de lui, celui-ci commence à dire non, c'est pas mon enfant. Moi, je voudrais que tu lui demandes d'arrêter les blagues de mon frère. Le plus souvent, nous les psychologues, nous pensons que certains enfants
quand ils sont là sur le plan biologique dans leur enfant, il y a déjà mis en place d'autres instances qui peuvent faire qu'il écoute ce qu'on dit pendant qu'il est dans le ventre de sa mère. Et c'est pourquoi, quand il atteint un certain âge, quand il grandit, il se rappelle de ce qui a été dit. Il peut détester ses parents. Docteur, et toi, nous allons prendre un aspect. Je pense que le professeur Nubissi a bien planté le décor. Il a pratiquement englobé tous les aspects qui peuvent amener à la disparition des enfants. Le dernier aspect m'intéresse un tout petit peu. Depuis un certain temps, les enfants disparaissent. Ce n'était pas le cas il y a peut-être 20 ans, il y a peut-être 30 ans. Les enfants disparaissaient déjà, mais pas avec la même ampleur. Alors, il a pris l'aspect d'ordre mystique. Les enfants qui disparaissent, certains disent que c'est pour des pratiques obscures. Oui, parfait. Je commence par saluer déjà l'analyse du professeur Nubissi pour embrayer à votre préoccupation, qui lorsqu'on établit quand même une comparaison, on va dire un peu à ce que je peux appeler ça gouvernement, avec l'ancien gouvernement, voilà. Je m'excuse si les hommes politiques que nous suivons évoquaient une comparaison déjà à ce qui se fait maintenant. C'est le contexte, voilà. L'ancien contexte, ici, on n'avait pas, comme vous l'avez si bien dit, on n'enregistrait pas assez de cas comme c'est le cas aujourd'hui. Maintenant, parfait, je voudrais dire quand même que la méchanceté, l'irresponsabilité et bien évidemment l'extrême pauvreté, c'est un triptyque qui permet de résumer un tout petit peu les raisons de ce qu'on vit aujourd'hui, parlant des pertes, enlèvements, disparition d'enfants. Pour revenir sur le point précis auquel vous faites allusion, dans le triptyque que j'ai relevé, je pense qu'il y a l'extrême pauvreté. Dans l'extrême pauvreté, quelqu'un ne peut pas travailler de ses mains, ne peut pas faire usage de son moral, de sa tête. C'est l'extrême pauvreté qui fait en sorte qu'on enlève un enfant et qu'on aille le décapiter et qu'on puisse enlever certains organes. Tout à fait. C'est l'extrême pauvreté. Dans l'extrême pauvreté, pour moi, parfait, c'est que l'enfant qui a enlevé, qui va être décapité, en le décapitant, il y a certains organes qui sont retenus à des fins commerciales. Et c'est l'extrême pauvreté. Pour certaines, je dis bien l'extrême parce que un pauvre à un niveau où il te manque à manger, à boire, c'est facile à résoudre. Mais quand tu sais que tu vas vendre soit le rein, soit telle partie du corps, ça te donne beaucoup d'argent pour certains. Maintenant, je dis, sur un autre plan, il y a d'autres qui, avides ici d'honneur, de certains honneurs, se retrouvent en train de procéder par ces pratiques, parfois machiavéliques et obscures, pour recueillir soit certains organes également, certains enfants, qui sont soit boire du sang. Exactement. Et au terme de cette pratique, il y a certaines gloires, certains honneurs qu'on leur présente là-bas. Quand vous entendez souvent dire dans notre société, on dit, tu as vendu tel, tu as sacrifié telle personne au profit d'eux. C'est un peu dans le sens là. Maintenant, pour dire que, honnêtement, lorsque nous faisons allusion, peut-être que le terme extrême pauvreté n'était pas trop, il fallait peut-être faire allusion aux honneurs, à la quête des honneurs sans effort. Parce que les loges, certains milieux ésotériques interpellent les personnes intéressées à se livrer à de telles pratiques et en récompense, on accède à un certain nombre de gloires et honneurs finalement. Gisèle, vous qui êtes justement inspecteur des affaires sociales, c'est un sujet, je présume, qui devra vous intéresser du côté du ministère des Affaires sociales. Y a-t-il eu certaines mesures qui ont été prises au niveau de ces départements ministériels pour, à défaut d'éradiquer le phénomène, voir quand même le phénomène subir une baisse considérable? Merci, parfait ici. Je vais commencer par remercier les deux premiers intervenants à ce sujet. Et je pense que je vais aussi un peu aborder la thématique comme le professeur Nubissi. Parce que quand on parle des enfants perdus ou alors disparus, il y a plusieurs catégories d'enfants.
Tout d'abord, je vais relever ici que le Cameroun a ratifié la quasi-totalité des textes juridiques internationaux en faveur de la protection de l'enfant. Il possède également un dispositif réglementaire. Donc, dans ce dispositif réglementaire, vous avez la Charte africaine des droits de l'enfant et la protection de l'enfant. Tout à fait. Vous avez la Convention relative des droits de l'enfant. Vous avez des lettres circulaires du ministre des Affaires sociales en cette matière ou bien du ministre de la promotion de la femme et la famille, puisque les deux ministères travaillent en étroite collaboration au sujet de la protection sociale de l'enfant. En ce qui concerne les enfants perdus là, nous avons des catégories. La première catégorie que je vais évoquer ici, c'est les enfants égarés. Quand on parle d'un enfant égaré, du coup on voit la négligence familiale, c'est-à-dire parentale. On voit l'insuffisance de la famille sur le plan parent. Parfois, il peut s'agir d'une famille monoparentale. Un enfant qui est né d'une relation amicale entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés. On va voir la pauvreté, comme le docteur l'a souligné. Bref, il n'y a pas de protection dans ce cadre-là. Inspecteur, avec ta permission, s'il te plaît, juste un élément, je voudrais profiter de sensibiliser en relevant un cas vécu à Ebolo il y a moins de 3 semaines. Je suis dans un établissement hôtelier quelque part côté où je sors accompagner un collègue venu me rendre visite. Nous sommes autour de 13h. À peine devant l'hôtel où je suis en train de dire au revoir au collègue, voilà un enfant de moins de 3 ans qui est en train de traverser la route seul. Le père et la mère sont assis dans un établissement, c'est-à-dire un bar. En train de boire. Les motos passent par là. Il a fallu crier, demander à qui appartient cet enfant. Imaginez-vous un peu, face à cette négligence, l'enfant serait parti, ou bien on l'aurait cogné, ni vu ni connu. On parlerait d'un enlèvement ou je ne sais quoi d'autre. Merci beaucoup. S'il faut parler même des cas pratiques, vraiment, nous n'allons pas sortir de ce studio. Tout à fait. Parce que tous les jours, comme vous l'avez si bien dit, tous les jours à Yaoundé, par exemple, on reçoit des enfants soit égarés, soit perdus. Bon, ceux qui sont kidnappés pour d'autres fins, autres là, je ne peux pas trop me prononcer. Non, c'est normal, on peut comprendre que vous êtes prudente. On vous comprend, hein? Vous n'êtes pas obligé de parler de cette autre catégorie-là. Voilà, donc j'étais en train de parler de ceux qui sont égarés. Il y a des vendus comme il y en a qui vont en parler. Il y a des enfants qui sont égarés parce qu'il y a une négligence familiale. Vous n'allez pas m'expliquer qu'un enfant de 3 ans soit égaré ou bien un enfant de 2 ans. Ça veut dire que la famille a abandonné ses rôles. Les parents ont abandonné le rôle vis-à-vis de leurs enfants. Par conséquent, les enfants sont délaissés à eux-mêmes. Tout peut se passer. Les orphelinats sont pleins dans les villes de Yaoundé et de Douala. Certains, quand vous suivez les médias sans publicité, que vous suivez par exemple la CIATI, vous allez suivre comment on cherche les enfants tous les jours. Certains parents, même quand ces enfants sont disparus, ne les cherchent pas. Pour vous dire la vérité, ne les cherchent pas. Maintenant, on va parler de la deuxième catégorie des enfants. Je parlais des enfants égarés. Il y a des enfants fugués. Les enfants fugués. C'est-à-dire les enfants qui fuient de la maison. Les enfants fuient de la maison. Ils fuient pourquoi? Parce qu'il y a maltraitance au niveau de la famille. Au-delà de la maltraitance, madame, il faut aussi dire qu'il y a des enfants aussi qui ont des démons. Hein. Oui, on va arriver là, on va parler de cet aspect. Il y a d'abord maltraitance parce que la plupart de ces enfants ne vivent même pas avec leurs parents biologiques. Il y a un phénomène aujourd'hui, on fait son enfant contre son frère qui est fonctionnaire ou bien qui est DG, il a les moyens, il doit prendre mon enfant en charge. Non, il n'a pas dit de faire des enfants. Donc, ces enfants se retrouvent dans des cadres où on ne les attendait pas. Et ils sont donc victimes de toutes sortes de maltraitance. Et même un sevrage de liens affectifs parce qu'ils ne voient pas leurs parents et ceux qui les ont accueillis n'ont pas substitué le volet affectif à leur côté. Donc ils sont là, ils grandissent comme des objets, comme des animaux. Quand il n'y a pas de lien affectif, vraiment, ça devient compliqué. Ce n'est plus un humain qu'on élève. C'est un objet, c'est un robot qui va faire du mal demain sans prise de conscience, un peu comme le professeur a bien souligné. Des enfants qui naissent après des aventures sexuelles, comme on a parlé au début de l'émission. Les gens se mettent ensemble, ils se rencontrent sur Facebook, ils se rencontrent à Douala ou à Yaoundé. Ils s'accouplent sans protection, l'enfant naît. Vous croyez que qui va aimer cet enfant? Ni le père ni la mère, parce que parfois c'est une relation unique. Ce week-end-là, et puis c'est fini. Le week-end-là, il a fait fort. Et vous allez voir, après peut-être 2 mois,
au service social demande de prise en charge de l'enfant. L'enfant a quel âge? 2 mois. À 2 mois. Donc, à peine il arrive au monde, il fait face aux problèmes. C'est grave. Il faut abandonner. C'est grave. Le rôle, oui. les familles ont abandonné leur rôle. Il faut que les gens apprennent à intérioriser, à préparer la venue de leurs enfants. C'est compris, madame. Pierre Blériot-Niamec, nous parlons donc naturellement de ce phénomène qui porte sur la disparition des enfants. Que faire? Bon, moi j'aime la question. Que faire? Allons à la solution. Ces parents, les enfants égarés, les enfants perdus, qui ont fugué, et d'avec les enfants kidnappés. Pour le kidnapping, ce sont les forces de l'ordre, de maintien de l'ordre et autres dans l'administration qui doivent se saisir du dossier. Et les punitions doivent être exemplaires. C'est-à-dire que quand on attrape quelqu'un qui a kidnappé un enfant, qui est encore vivant ou qui l'a tué, bien évidemment, ça doit être la punition maximale. Et cela doit être connu de tous. Maintenant, par rapport aux parents, j'imagine un état où on fouette les parents, dont les enfants s'égarent. En Afrique de l'Ouest, je ne sais pas dans quel pays. Non, vous fouette. C'est-à-dire, moi, les mecs, on te prend, on trouve un enfant de 2 ans qui déambule, on me prend, on m'amène quelque part, et on me fouette correctement, et on me remet l'enfant pour que j'aille à la maison. Non. La dame du service social vous a expliqué, ce n'est pas que la pauvreté, il y a une telle négligence de l'enfance aujourd'hui qu'on a l'impression que l'enfant c'est quelque chose de quelconque. Vous marchez, vous voyez une jeune dame qui marche avec son enfant, c'est l'enfant qui est du côté où passent des voitures. Voilà. Vous imaginez ça? Quelquefois, elle est au téléphone et l'enfant se débrouille seul sur la chaussée. Mais, non, je dis, il faut nous laisser vos affaires de démocratie. Il faut qu'on donne le pouvoir au sous-préfet, même si, bon, peut-être quelques-uns risquent d'en abuser. Aux forces de l'ordre, on te rencontre avec ton enfant, tu es au téléphone, l'enfant est sur la chaussée, on t'amène au commissariat, on te donne tout un pape. 25 coups sans réduction. Avec des amendes à côté. Ajouté à des amendes, tu prends l'enfant. Il faut qu'on nous rééduque au bâton. Tout à fait. L'enfant n'est pas un jouet. D'accord. L'enfant n'est pas un jouet, c'est quelque chose de très précieux. Il y a des parents qui sont obligés d'envoyer leurs enfants dans des écoles éloignées parce qu'il n'y a pas d'école proche de la maison. Mais vous devez savoir que le sacrifice, c'est que vous devez trouver le moyen d'aller prendre vos enfants. Parfois, ici, vous voyez un groupe de 4 bambins dont le plus âgé a 6 ans. Ils sont en train de traverser des quartiers entiers pour aller à l'école, pour rejoindre leur maison ou pour aller à l'école. Il s'agit de quoi? Maintenant, l'État doit faire en sorte que les écoles se rapprochent, surtout les écoles maternelles et primaires, le plus possible des familles. Nous tous, nous devons être sérieux. Je crois que c'est pour cela que je vais souhaiter que dans la prochaine législation, on mette un point d'honneur. Tout le monde n'est pas obligé de faire les enfants. Ça aussi, il faut le dire. C'est ça. Les gens, vous voyez une famille, vous parlez d'enfants abandonnés. Les parents sortent et laissent de tout petits, moins de 2 ans, qui se surveillent eux-mêmes à la maison. Pire encore, il y en a qui passent la nuit tout seuls. Ouais. Moi, mon petit-fils, entre guillemets, a disparu à 3 heures de la nuit en Vogada. C'est-à-dire que l'enfant a disparu de la maison à 3 heures de la nuit. J'ai suggéré qu'on aille fouetter sa mère au commissariat de Nkondongo. C'est mieux. Parce que, voilà, quelqu'un qui peut laisser... Bon. Et maintenant, parlons de cet aspect des enfants kidnappés. Maintenant, les enfants kidnappés, il faut dire... Par moment, on demande des rançons. Parfois, on ne voit même plus jamais les enfants en question. Très souvent, parfait, ici, quand c'est celui qui est chargé de vous protéger qui constitue la source de votre insécurité, c'est dangereux. Il n'y a pas de vrais kidnappeurs souvent au Cameroun. Il y a quelques petits bandits qui kidnappent. Eux, on peut les rattraper et même les traiter. Mais il y a de gros poissons qui font disparaître les enfants des gens. Ah bon? Dans les hôpitaux, partout. On est souvent au courant. Une histoire s'est passée dernièrement. Après, comme les Camerounais, nous sommes comme nous sommes. Après, la même personne vous donne une autre version sur son propre enfant.
Et après, c'est comme c'est son enfant, c'est leur affaire. Et puis tout le monde se tait et la vie continue. Il y en a, j'ai lu dans le livre du professeur Titus Edouard, Les méditations de prison, qui en avait qui prenait ses enfants et faisait d'une domba, les mangeait à l'étouffer. Oui, le domba. On mangeait les bébés. J'ai même lu sur un autre site beaucoup plus intéressant, en citant les noms de grandes personnalités de ce monde, qu'il y a une certaine substance, humeur, qui est produite lorsqu'on attache et on fouette les enfants. On leur impose des services corporels très élevés. Le corps de ces enfants produit une certaine substance dans leurs organismes qu'on retire au moment où ils sont au sommet de leur souffrance. On retire et cette substance permet de rajeunir les corps vieux. C'est une substance de jouvence. Donc on attache un enfant et on lui inflige des services les plus violentes. On tire cette substance et on vend ça aux milliardaires pour qu'ils ne vieillissent pas. Mais je connais un milliardaire ou une milliardaire musicienne qui aurait pris de cette substance pendant un bon bout de temps. Aujourd'hui, elle est dans un état regrettable. Comme Dieu n'oublie personne. Oui, Madame des Affaires sociales. Oui, je ne peux pas terminer mon propos sans dire ce que nous faisons quand ces enfants arrivent au service social. On ira rapidement, hein, vous avez une minute. C'est important parce que quand ces enfants arrivent au service social, nous travaillons en collaboration avec les forces de maintien de l'ordre pour les retrouver d'abord les souches familiales et pour les sécuriser dans les institutions agréées par le ministère des Affaires sociales. Donc ces enfants sont encadrés, ils sont protégés. Donc c'est ce qu'on appelle la protection sociale et la sauvegarde. Ils sont à l'abri du risque quand ils arrivent au service social jusqu'à ce qu'on retrouve leur souche familiale et qu'on effectue les retours en famille. Mais Madame l'inspecteur, avec la permission de parler, je voulais quand même relever que essayez de vous rapprocher des médias. Info TV, par exemple, qui a un programme, une feuille très très intéressante, serait ravi de vous accueillir dans le cadre d'une émission de sensibilisation sur le bien fondé de l'enfant, les droits de l'enfant, ainsi de suite, voyez-vous. Oui. L'action pourrait être plus efficace. Au sujet de la thématique Perfecto, parfois je reste et je me dis que quand Adam et Ève péchaient, ils n'imaginaient pas jusqu'où ce péché irait et les formes aussi complexes qu'il prendrait. Tout ce que je peux dire est que tout fait désormais l'objet d'un business. Perfecto, est-ce que tu savais qu'il y a des gens qui marchent maintenant pour racler les crachats des gens sur la route à des fins de pratique? Je ne sais pas. Si avec la salive, on peut devenir riche, à comme le plus forte raison, avec tout un être humain. Aïe, le monde-ci est devenu quelque chose. Même Jésus réfléchit vraiment s'il doit revenir. Professeur Noubissier, dernière prise de parole. Hein. Que faut-il faire? En fait, ce qu'il faut faire, c'est d'abord l'éducation. L'éducation des uns et des autres, surtout les jeunes. Que les jeunes comprennent que faire un enfant est synonyme de responsabilité et d'engagement. Parce que beaucoup ont l'impression que l'acte sexuel donne du plaisir et qu'après, lorsque la demoiselle est enceinte, elle garde la grossesse peut-être aussi pour le plaisir et après elle accouche pour le plaisir. Non, il y a des engagements. Il faut définir le cadre dans lequel va venir cet enfant, les moyens qui doivent être mis à sa disposition pour son épanouissement. Et je pense qu'à la suite de la dame, le ministère doit pouvoir être un peu plus ouvert par rapport à ce type d'enfant. Un peu plus actif. Un peu plus actif également. Parce que le plus souvent, les plaintes sont extrêmement nombreuses dans ce sens-là. Merci beaucoup. Hein. Docteur, et toi, un enfant, c'est un grand héritage. Un enfant, c'est le devenir du pays. Est-ce que nous pouvons lancer un mot un peu plus fort à l'endroit de ceux qui nous dirigent pour la sensibilisation, pour protéger justement l'enfant dans notre pays, le Cameroun? Avec plaisir, parfait. Je voulais d'abord apporter une précision au propos du professeur. L'acte sexuel, ce n'est pas une impression pour ça que c'est du plaisir. L'acte sexuel, c'est du plaisir d'abord. C'est du plaisir. Il faut pas que nous fassions dans la fine bouche. Tout à fait. Parce que les gens font comme si lorsqu'il y a acte sexuel, voilà. Les gens ne sont pas contents. C'est bien. Il y a des actes sexuels sans plaisir également. Non. Nous sommes dans les actes sexuels normalement. Il y en a sans plaisir. Pour faire en tant qu'homme, on ne peut pas vous forcer, vous contraindre à l'acte sexuel. Ça ne va pas des actes sexuels sans plaisir. Bon, ça c'est d'après vous. Voilà. Ça c'est d'après vous. Merci bien, oui. Quelques secondes. Parfait, voilà, nous l'avons déjà dit, je l'avais déjà relevé un peu de l'autre côté. Il est important
pour le gouvernement camerounais et ses multiples structures en place, d'abord, d'occuper davantage du terrain. Parce que là, nous parlons davantage des grandes villes, Yaoundé, Douala, par exemple. J'aimerais bien savoir si tous les services sociaux, je n'ai rien contre votre ministère, madame, mais il serait important de procéder à un déploiement massif dans diverses sphères urbaines, afin qu'on assiste non seulement à la sensibilisation, comme on l'a dit, à expliquer au bien fondé. Par exemple, les enfants qui sont en train de faire des bébés ou alors de concevoir ici et là, après on abandonne le bébé, on jette ici et là. C'est très dangereux. Maintenant, par les émissions radio et TV, comme nous l'avons déjà dit, sensibiliser au quotidien les Camerounais sur le bien fondé de l'être humain, de l'enfant. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de ce programme. Blaireau va souffrir de ne plus reprendre la parole. Il est habituellement compréhensif lorsqu'on ne le provoque pas. Donc, merci au professeur Claude Nouvissier, enseignant d'université, psychosociologue qui était là ce matin. Bien des choses également à madame Gisèle Metseband, qui était également là. Elle est inspecteur des affaires sociales. Bien des choses aussi au docteur Etoile, enseignant d'université également du côté des Bolova. Pierre Blaireau-Niémé restera mon consultant. Dans quelques minutes, vous allez retrouver le journal de 12h. N'oubliez pas ce soir, à partir de 21h, votre programme à caractère mystique. À 20h, vous aurez eu le journal en français. À 19h, journal en anglais. La rediffusion de ce programme, ce soir, ce sera à partir de 23h. N'oubliez pas également de retrouver les Amazones. Apparemment, ce sont les filles les plus excitantes de la Terre. Dans 42 minutes exactement. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?